Il est effectivement temps à présent de retrouver notre premier grand entretien, notre premier invité aujourd'hui. Il partage avec nous un grand intérêt pour valoriser la ruralité et le dynamisme des territoires. Il nous fait le plaisir d'être présent parmi nous malgré la distance en duplex. Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité, est avec nous ce matin. Bonjour Joël Giraud. Bonjour. Merci pour votre disponibilité. Je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui au Grand Bain des Champs, en direct depuis Saint-Paul-les-Durance. Ce territoire, vous le connaissez très bien, puisque je crois que vous êtes originaire des Hautes-Alpes, donc pas très loin d'ici. La ruralité a longtemps été décrite comme en retard des grandes villes. Est-ce que vous pensez qu'il y ait vraiment un décalage entre urbain et rural? Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il est juste de séparer, de différencier toujours ces deux notions? Écoutez, le problème c'est surtout que la ruralité a été définie en creux en fait à l'origine, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas urbain est rural. Alors ça a conduit à une définition évidemment qui est une définition négative et la première chose qu'ont voulu les élus ruraux c'est justement de reprendre cette définition et depuis peu d'ailleurs on a adopté avec l'accord de l'ensemble des associations d'élus de France, l'association des maires et les maires ruraux également, une définition qui est calée en fait sur le modèle européen. C'est en fonction de la grille de densité communale, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des communes de 2000 habitants qui sont en fait dans une agglomération et qui n'ont absolument rien de rural, comme vous avez des communes de 10 000 habitants qui sont très rurales parce qu'en fait l'habitat est dispersé. Donc cette définition déjà elle a permis de rétablir quelque chose en positif pour la définition. Ça peut paraître cosmétique mais ça n'est pas tant que ça. Ça n'est pas tant que ça parce que ça a été vraiment un combat, je dirais, important que de faire en sorte que l'on sorte de ce qui s'est fait dans les années 50-60 avec les ruraux, c'est ce qui perd de la population, c'est ce qui perd des écoles, c'est ce qui perd des habitants, et on arrive à une définition positive. Alors pour répondre précisément à votre question, bien sûr il ne faut pas opposer rural et urbain. Le rural et l'urbain se complètent, j'allais dire, harmonieusement. Nous avons d'ailleurs des contrats de réciprocité que nous passons dans certaines agglomérations avec la ruralité qui est autour, et qui sont des contrats qui permettent d'avoir des services communs, j'allais dire, et des services réciproques. Et le plus bel exemple de contrat de réciprocité qui existe en France à l'heure actuelle, ce sont les programmes alimentaires territoriaux. C'est-à-dire quand vous avez fait en sorte que, par exemple dans un département comme les Hautes-Alpes, puisque vous avez raison, je suis briançonnais, argentirois pour être plus précis d'ailleurs, et bien dans le département des Hautes-Alpes, l'appel à manifestation d'intérêt a vu, j'allais dire, la réussite de la candidature du conseil départemental des Hautes-Alpes, et toutes les cantines vont pouvoir manger avec un système d'approvisionnement local. C'est la meilleure façon, à mon avis, de réconcilier ville et campagne, et nous avons mis beaucoup d'argent d'ailleurs là-dessus sur le plan de relance, pratiquement 100 millions d'euros pour essayer de faire en sorte qu'il y ait à la fois de nouveaux territoires, mais que les territoires qui ont déjà commencé cette expérience puissent la valoriser. On en parlera justement tout à l'heure du plan de relance. J'aimerais revenir sur cette crise qu'on a vécue, le Covid. On en entend de parler vraiment de partout. La campagne n'a jamais été aussi tendance que depuis l'année dernière. On voit des citadins qui viennent justement vivre à la campagne pour se reconnecter à la nature. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment sur une mode ou au contraire sur une tendance qui est beaucoup plus durable ? Écoutez, la tendance, elle avait déjà commencé, j'allais dire. Elle avait commencé, et effectivement, elle a été accentuée par la crise de la Covid, parce que les gens se sont retrouvés dans une situation qui était une situation de, on va dire, de caractère invivable dans les grandes agglomérations, au centre des grandes agglomérations, quand vous êtes condamné à ne parler que par visio et ne plus avoir le moindre contact. Et déjà que vous n'en aviez pas forcément beaucoup avec votre voisin, si vous n'en avez plus du tout, ce que là, ça devient assez insupportable. Et en plus, avoir l'ensemble des gamins à la maison quand l'école était fermée, donc les choses étaient difficiles. Moi je crois que, il y a une démonstration d'ailleurs qui est faite, qui est claire aujourd'hui, c'est l'acquisition de biens dans les zones rurales qui a explosé complètement dans certains territoires. J'étais hier en Haute-Loire, qui est quand même un territoire qui, j'étais dans le secteur est de la Haute-Loire, c'est-à-dire celui qui est le plus rural. Eh bien, les ventes de biens immobiliers qui étaient en vente depuis 10, 20 ou 30 ans ont été réalisées. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont l'intention de s'installer plus durablement dans ces territoires. Alors après, il y a aussi beaucoup de gens qui sont des doubles résidents. Vous êtes originaire d'une terre rurale, vous
avez fait votre carrière, votre vie ailleurs parce que les emplois étaient à Paris, à Marseille ou à Lyon, et vous avez gardé votre accroche. C'est souvent des gens d'ailleurs qui sont restés électeurs dans leur propre commune parce qu'ils se reconnaissent pas bien dans les systèmes des grandes villes. Mais il y a effectivement aujourd'hui cette tendance qu'il faut accompagner, c'est un sujet important évidemment, par une meilleure appréhension des mobilités au sens classique du terme, mais également au sens numérique du terme, parce que c'est ça qui était le frein le plus important. Mais je crois que nous allons en reparler tout à l'heure. Puis il faut aussi que les gens comprennent, alors excusez-moi l'expression, mais il ne faut pas reproduire des réflexes de boboisation vis-à-vis de la campagne dans laquelle on veut s'installer. Il ne faut pas s'attendre à avoir 100% des mêmes services et aussi des mêmes attitudes. Il y a quelque chose qui a beaucoup fait rire la presse, qui était l'histoire du coq Maurice, parce que j'ai donné un avis favorable à une proposition de loi, qui est une proposition de loi des sénateurs, sur le fait que les odeurs et les coutumes de la campagne devaient être respectées pour désamorcer des conflits d'usage qui quelquefois deviennent complètement surréalistes. Vous avez sans doute en mémoire, puisque vous êtes plus au sud que moi, les gens qui avaient porté plainte contre le chant des cigales. Voilà, donc il faut au bout d'un moment, quand on va chez quelqu'un, on adopte un petit peu les coutumes de la personne chez qui on va simplement le soir dîner, ou on va en vacances chez quelqu'un ou dans un pays. C'est un petit peu la même chose. Il faut avoir un regard sur cette campagne qui soit pas un regard d'urbain, mais simplement un regard d'une personne qui veut s'intégrer sur un territoire et profiter des bienfaits de ce territoire, qui ne sera jamais la ville, mais qui quelquefois a des atouts, nettement plus importants. On se fait moins de soucis quand on est en retard pour aller chercher le gosse à l'école, lorsqu'on habite dans un village, je sais pas, dans un petit village sympathique genre Valençol, ou quand on habite du côté de Paris. On a parlé dans la première table ronde du rôle primordial vraiment que jouent les services de proximité, notamment les services publics, pour assurer la vitalité des centres-villes. Quelles solutions ont été aujourd'hui envisagées pour que ces services-là puissent être justement accessibles à tous ? Je pense à certains exemples, notamment certaines femmes qui sont à plus d'1 heure de route de la première maternité, ou encore de nombreux bureaux de poste qui se mettent à fermer dans les petits villages. Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation ? Alors il y a des services de différentes natures, effectivement. Vous parlez du milieu hospitalier, il y a aussi les services classiques à la population. Pour le milieu hospitalier, on a quand même créé, il y a déjà quelques temps de cela, une notion d'hôpital de proximité qui est aidée, je dirais, sur un certain nombre de services. Il y a un certain nombre d'hôpitaux, bon là je suis à côté de Briançon, qui font partie justement des services qui sont aidés en fonctionnement pour ne pas fermer, même si il y a moins d'enfants qu'ailleurs dans la maternité ou autre. Dans le plan Ségur qui vient d'être adopté, il y a au total plus de 650 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour améliorer ces infrastructures, dont 150 millions d'euros qui sont dédiés justement aux zones peu denses. Donc on a sur ce secteur-là de la mise en œuvre. Alors après, comme tout dans les publics, c'est être toile. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conseil de surveillance, les élus qui sont très proactifs, lorsqu'il y a de l'argent à l'ARS et que l'ARS, l'Agence régionale de santé, est elle aussi proactive, on arrive à faire converger les choses sur une amélioration des services. Là encore, je prends l'exemple de l'hôpital de Briançon et de son service des urgences qui posait quand même quelques petits problèmes quand vous ouvrez un rideau, que la congère arrive à l'intérieur du service des urgences. Mais au-delà, sur les services classiques, je dirais, à la population, vous savez que nous avons créé le label France Service. Et ça aussi, c'est pas cosmétique. Avant, on a créé beaucoup d'espaces qui étaient des maisons de service au public. Avant, c'était des maisons de service public, puis au public. On a élargi un peu cette notion. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'il y ait un bouquet de services permanents, qui soient ces services obligatoires dans les maisons France Service. Des services qui étaient partis, qui avaient disparu ou qui étaient en voie de disparaître, mais il y a aussi des services qui n'ont jamais existé dans la ruralité. Par exemple, la caisse d'allocation familiale ou Pôle emploi. Pôle emploi, c'était dans les grandes villes, dans les chefs-lieux d'arrondissement, mais ça ne descendait jamais au niveau des cantons. Les maisons France Service aujourd'hui vous proposent un lien permanent avec Pôle emploi, ce qui est important parce que lorsque vous avez un problème d'employabilité, il faut bien pouvoir le résoudre à proximité, parce que vous avez des problèmes de mobilité, vous avez des problèmes divers et variés. En général, quand il y a un problème d'emploi, le problème est beaucoup plus large que le simple problème de trouver un emploi.
Et au travers de cela, moi j'ai vu des exemples, là encore assez exceptionnels. Je pense à quelque chose dans la Nièvre, qui est au pied du Morvan, une commune qui s'appelle Lusy, où la Maison France Service a même un pôle, qui est un pôle spécialisé justement dans la filière bois, pour permettre non seulement à des jeunes de trouver un emploi dans cette filière, mais même quelquefois de reprendre des entreprises qui sont des entreprises dans une région dont vous conviendrez n'est pas la plus facile d'accès du monde, pour ceux qui connaissent le Morvan. Ça fonctionne. Et il y a des services aussi qui ont évolué. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de critiques sur le fait que des trésoreries ferment. Mais honnêtement, vous comme moi, en tant que citoyen, combien de fois êtes-vous allé dans une trésorerie dans votre vie? Moi, je peux vous garantir que je ne suis plus allé depuis 30 ans. J'y suis allé en tant que maire. En tant que maire, j'ai besoin de conseils, d'avoir des relations avec les comptables publics. Mes services sont maintenus vis-à-vis des mairies. En revanche, on arrive à une situation, pour donner un exemple, comme Briestre, l'Argentière, nous n'arrivions plus à trouver quelqu'un pour occuper les postes dans les trésoreries. Parce que quand vous travaillez finalement peu de temps par semaine, ça devient lassant. Je veux dire, les gens, je dirais, n'ont pas cette envie de rendre service aux autres qui sont dans la publique. Et en mutualisant ces postes, qu'il y a 2 emplois dans les maisons France Service, vous avez à la fois des carrières qui s'ouvrent devant vous, des formations qui s'ouvrent devant vous, et petit à petit, nous allons avoir un numéro unique de téléphone qui va permettre aux gens d'avoir en fait cette référence à l'eau service public. Et dans certaines communes, où je vois des choses merveilleuses qui se créent, on greffe là-dessus un tiers-lieu avec un espace de coworking, une fabrique de territoire. Je suis arrivé un jour dans l'Aveyron, je fais des officiels, j'arrive dans un endroit probable qui s'appelle Arvieux, sans y faire, au contraire des Hautes-Alpes, et je tombe sur une municipalité où tout le monde est pratiquement agriculteur. Ils ont créé une maison France Service, un tiers-lieu. Il y a également de l'habitat inclusif à côté. J'arrive dans un espace de coworking où je vois des dames de ce village en train de se former avec d'ailleurs un formateur qui était d'origine colombienne et qui a décidé d'habiter là-bas. Il y avait, je vous garantis, c'était balayé par le vent. Le toit avec la neige qui m'a déchargé dessus parce que c'est vraiment un endroit incroyable. Et bien, il y avait plus de services dans ce village qui n'a pas 400 habitants que à Rodez. Voilà, et des services de proximité, une vraie vie dans ce village. Et je me disais que si ce village pouvait être le modèle de tout ce qui existe dans la ruralité, j'exporterais bien les savoir-faire. Et d'ailleurs, dans le réseau France Service, nous avons fait en sorte qu'il y ait des échanges de savoir-faire pour que les belles expériences puissent servir d'exemple à tout le monde. Et je conseille à toutes les personnes qui vous écoutent et qui sont des élus locaux d'aller faire un tour à Arvieux, quelque part sur un plateau de l'Aveyron, et ils seront très surpris. Eh bien, on terminera notre entretien justement avec cette note positive. On prendra avec grand plaisir ce conseil. Merci beaucoup, Joël Giraud, pour votre intervention, votre présence parmi nous. Il est temps à présent de repartir sur la terrasse en présence de Jean-Baptiste, qui est en train d'écouter un morceau de musique plutôt sympa.